Histoire. Nous avons commencé cette série Guérison et Réconciliation avec un cœur très sincère. Vous entendez guérison et réconciliation ou vérité, guérison et réconciliation. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Nous savons que tu n'es pas rose en ce moment. Vous pouvez nous parler franchement. Alors, Saïmouk, Saïmassimaouténik, Oulakut, Kanmepit, Kanetisi Ulumi, Kanwenitunya, Yuana Ubunya, Inukubunya. Alors, je me suis présentée un petit peu. Je vous ai dit bonjour, que la paix soit avec vous. Bon matin, comment ça va? Moi, je vais bien. Alors, pour parler de réconciliation, guérison avec les peuples autochtones du Canada, c'est une question excellente, mais avec qui peut avoir multiples, dans le fond, réponses, parce que tout se trouve à différents niveaux, la réconciliation et tout, comment ça doit se passer, parce qu'il y a eu, comme on le sait, énormément de blessures. On sait avec les femmes disparues, les chiens huskies qui ont été abattus dans le Grand Nord. Et tout ça. Alors, il y a de l'histoire qui est très ancienne. Ça part de très, 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 très loin. Alors, ça se passe sur différents paliers. Mais si on parle juste des personnes ordinaires, qui pas gouvernementales, qui gèrent pas tout ça, comme moi, comme vous, alors là, ce qu'on peut faire pour commencer, c'est essayer d'enrayer le racisme et plutôt de créer la curiosité vers l'autre culture, parce que on a tous une culture un peu canadienne, mais si on provient soit des Premières Nations ou d'une ethnie qui peut être différente, comme soit africaine, espagnole ou autre, mais ça vient avec aussi une culture. Alors, en enrayant un peu plus le racisme et en éveillant la curiosité envers les peuples qui vous entourent tout près de vous et en élargissant, comme vous avez pu élargir et venir me parler à l'autre bout complètement du Canada, parce que je me trouve aujourd'hui à être à cette île qui est sur le bord de la mer, sur le bord du golfe du Saint-Laurent. Je fais face, dans le fond, à l'Europe. Alors, c'est vraiment pan-canadien aujourd'hui. C'est un peu émouvant. Je trouve ça bien. Et c'est justement pousser votre curiosité au-delà est une chose. Et en savoir plus sur les peuples autochtones, ben souvent, ben ça apaise les préjugés ou les affaires qu'on comprend pas, ou on sait pas pourquoi ils fonctionnent comme ça, au lieu de vouloir fonctionner exactement comme les autres. Ça répond-tu un peu à ta question? Oui, merci. Ah, mais ça me fait plaisir. Hilali. Pouvez-vous nous en dire davantage sur votre héritage culturel? Quels termes devons-nous utiliser quand nous nous référons aux Premières Nations et aux Inuits et Inuits du Canada? Pouvez-vous nous enseigner un peu à ce sujet? OK. Moi, je suis de la nation Inuit. Il y a certaines lettres qu'on prononce très fortement. Puis il y a d'autres lettres, par contre, qui ça va être un R, mais quand on va venir à le prononcer, ça va plus ressembler entre un R et un Q qui va être prononcé en même temps. Alors, si je prends le mot frère en Inuktitut, c'est Riknik. Alors, ça s'écrit Irnik, I-R-N-I-K, mais ça se prononce Iknik. Irnik.
il y a comme un Q ou un K là, avec le R. Alors, on parle un peu plus de la partie de la gorge et on se sert aussi beaucoup du système ventral. Au Canada, il y a tout près de quand même plus ou moins 2 millions des gens qui se sont déclarés avec une identité culturelle. Chez les Inuits, ça représente un peu plus de 53 communautés et c'est des dialectes. Alors, chez les Inuits, ça va être l'Inuktitut qui va être parlé autant de mon côté du Canada, comme je disais, moi je suis sur la côte atlantique et vous sur la côte du Pacifique. Alors, l'Inuktitut, ça va être le même mot. Mais par contre, il y a certains mots qui vont changer car le dialecte va changer. On va se comprendre quand même en général. Je vous donne l'exemple au Labrador ou comme sur la côte nord, les Inuits comme de ma famille. Nakurmik, il y a comme un G dans le milieu du mot. Si on va au Nunavik, qui est à l'autre partie du Québec, mais au nord, dans le coin de Salouit, ils vont dire Nakurmik, Nakurmik. Il y a un R au milieu, Nakurmik. Et si on est au Nunavut, à Igloolik, ils vont dire Kuyanamik. Alors, comme ça change dans les dialectes éventuellement. C'est ça. Moi, je travaille avec les Hurons Wendat qui restent à Wendake. Alors, eux font partie de la famille linguistique qu'on appelle les Iroquois, les Iroquoiens. Au Québec, il reste 11 nations différentes. Au travers de ça, il y a 3 systèmes linguistiques. Il y en a un qui va être tout seul, c'est les Iskalioutes, c'est nous, les Inuits, parce que notre culture, notre langue, notre système linguistique ne ressemble à aucun autre du Canada et du Québec ou États-Unis. Au Québec, ensuite, il reste les Iroquoiens. Les Iroquoiens, le deuxième peuple, eux autres linguistiques, il reste 2 peuples. Parce que dans le fond, il n'y a pas juste les Mohawks qui sont Iroquois. Il y a les Hurons-Wendat. Hurons-Wendat sont connus sous le nom beaucoup de Hurons, mais le vrai terme, c'est Wendat. Et Wendake veut dire là où il y a des Wendat. C'est la traduction du nom Wendake. Alors, il y en a 2 chez les Iroquoiens. Alors, il y a les Mohawks et ensuite, il y a les Huron-Wendat. Le mot Huron provient de la langue française. Quand ils ont vu les cheveux des Iroquois qui se rasaient un peu sur le côté et un peu le front de la chevelure pour laisser le restant de la chevelure dans les airs et la décorer. Et ça les rappelait la hure des sangliers. C'est devenu les Hurons. Et Champlain a appelé la Grande Huronnerie qui était en Ontario. Ensuite, il va rester 7 à 8 autres nations au Québec qui, eux, vont toutes avoir une même base de système linguistique. C'est les Algonquiens. Alors là, au Québec, je peux vous nommer les Abénaquis, les Algonquins, les Atikamekw, les Cris, vous avez les Malécites, les Micmacs et les Inuits, puis les Naskapis. Alors, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'on connaît un peu la différence des langages, là, comme ça. Merci. Ça fait plaisir. Hilali. Pouvez-vous nous parler de l'Hôtel des Premières Nations pour lequel vous travaillez et de la région dans laquelle vous habitez? OK. En fait, c'est ça qui est un peu compliqué. En Inuktitut, je dirais Setilmiu Nyulugunya, Kisiani, Québec-Nyulugunya. Alors, ça veut dire que je vis à cette île, mais aussi à Québec. Alors, je me promène entre les 2 villes, car ma maison se trouve sur le bord d'un lac à cette île. Et je vis en appartement quand je vais à Québec pour travailler à l'Hôtel des Premières Nations. L'Hôtel des Premières Nations, dans le fond, c'est un hôtel qui a été inauguré le 7 de mai 2008.
à cette époque-là, c'était le défunt grand chef Max Beaulouis. C'est un grand chef qui est extrêmement connu, même mondialement, parce qu'il a été une vingtaine d'années grand chef de la nation Huron-Wendat à Wendake. Et à l'hôtel, dans le fond, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver le musée. Quand on rentre, il y a le lobby, la réception, il y a le musée. Ensuite, vous avez aussi un spa qui est intégré sur le terrain de l'hôtel. Alors, on a accès à un spa. Il y a le restaurant qu'on appelle le restaurant La Traite. Ensuite, avec le musée, ce qu'on peut faire, puis on offre à l'hôtel, il offre aussi énormément d'activités, comme l'hiver, quand le COVID va nous permettre de réouvrir. Il y a une cinquantaine de chambres présentement qui est disponible. Ils vont agrandir l'hôtel, alors ils vont presque le doubler, je crois. Alors, il va y avoir plus de chambres. Maintenant, toutes les chambres font face à la rivière Akiwanrak, en Wendat, Akiwanrak, qui veut dire la rivière à la truite. Alors, justement, sous le long de la rivière à la truite, ils ont un sentier qui était organisé avec l'hôtel des Premières Nations. On peut louer des raquettes quand c'est l'hiver pour aller marcher, sinon autour. L'hôtel offre aussi à toutes les périodes de l'année, comme là, à Noël, on avait au musée et l'hôtel, différentes activités qui étaient prévues. Mais là, on peut plus faire ça. On va remettre ça à l'année prochaine. Mais on a toutes sortes d'activités, puis on présente les jeux des Wendat, comment ils vivent, parce qu'il y a une maison longue, qui est une reproduction d'une maison qu'on appelle précoloniale. Ça veut dire avant l'arrivée de Georges Cartier. Okay. Alors, c'est une maison qui est très, très haute. C'est une maison longue parce qu'il faisait des feux à l'intérieur. Un feu, c'était pour 2 familles. Nous, on a à l'Hôtel des Premières Nations une maison longue avec 3 feux. La maison longue, ils l'ont appelée Ekion Kiesta. Ekion Kiesta veut dire là où on se rencontre, ou place de rencontre, qui est aussi la rue de l'hôtel. Et ensuite aussi, on peut louer cette maison longue-là pour faire dodo. On appelle ça le dodo à la maison longue. Alors, votre famille pourrait louer, au lieu de la chambre d'hôtel, la maison longue pour faire un dodo pour une nuit. Alors, vous pouvez vivre l'expérience aussi de ça à l'Hôtel des Premières Nations, qui se trouve à être à côté de la rivière, puis on entend très bien les chutes Kabir Kouba. Les chutes Kabir Kouba, c'est les chutes à l'anguille ou les chutes au serpent. Puis on est dans le feu, on est vraiment dans ce qu'on appelle le vieux village de Wendake, lorsqu'il a commencé ce village-là en 1697. Merci. Hilali, bienvenue. Quel genre de choses pouvons-nous trouver au musée régional de la Côte-Nord? À quel endroit est situé ce musée? Qu'est-ce qui passionne dans ce musée et pourquoi les musées sont-ils importants? Alors, OK. Le musée régional, aujourd'hui, se situe au 500 boulevard Laure à Sept-Îles. Sur la côte nord du Québec, c'est un très grand territoire de plus de 2000 kilomètres qui se trouve à être entre Tadoussac et Blanc-Sablon, qui se trouve à être vraiment à l'embouchure du détroit de Belle-Île et au début du Labrador. Ensuite, à côté, on a Terre-Neuve. Alors, c'est un immense territoire et c'est le seul musée dans tout le territoire. Il y a beaucoup de maisons d'interprétation qui ressemblent à des musées beaucoup parce qu'à l'intérieur, lorsqu'on rentre, ça ressemble à un musée. Mais le titre de musée, il y a seulement le musée régional de la Côte-Nord qui le détient. Il a été fondé en 1976 à ce qu'on appelle encore aujourd'hui le Vieux Poste. C'était le Vieux Poste de traite qui a commencé de ce qu'on a fait la reproduction aujourd'hui selon les bases qu'on avait retrouvées, parce qu'ils ont retrouvé des bases de la maison
de traite. Alors, on a refait les bâtiments, une chapelle, on a refait certains bâtiments comme ça et une palissade autour. Alors, le musée se trouvait à être là jusqu'en le 26 septembre 1986, où ce qu'il a été inauguré à l'emplacement que je vous ai donné au 500 boulevard Nord. C'était à l'époque sous la direction de l'artiste André Michel. Le musée régional, en fait, chaque musée a une mission. Une mission, c'est ce qu'on veut en faire le musée. Il y a des musées qui sont scientifiques. Nous, c'est tout à fait différent du scientifique. Mais il y a des choses qui restent pareilles, c'est de protéger. Alors, protéger le système dans lequel nous, on est. Alors, nous, c'est un peu l'histoire et l'ethnologie et les arts de la Côte-Nord. Et il faut conserver tout ça dans une voûte pour pouvoir les étudier et ensuite aussi les exposer et les diffuser aussi ailleurs dans d'autres musées. Alors, nous, on peut organiser une exposition pour pouvoir l'envoyer à Vancouver. Alors, c'est ça aussi la belle possibilité des musées, c'est qu'ils peuvent partager entre musées. Et alors, ceux qui peuvent pas venir comme vous, alors on peut envoyer certaines expositions ethnologiques, historiques ou artistiques. Alors, nous, on touche aussi un peu les sciences naturelles parce qu'on a une grande faune et flore, c'est-à-dire les animaux, les plantes et tout ça, qui est très différente de votre partie du Canada. Vous, les arbres, ils sont immenses, immenses. Mais nous, ici, là, ils sont tout petits comparés à vous. Puis, on fait juste 500 kilomètres sur le long de la côte. Et là, les arbres, ils ont déjà rapetissé. Et on fait un 300 kilomètres de plus. Et les arbres, ils sont tout petits, ils sont vraiment pas hauts. Dans la toundra, ils sont hauts, à peu près la hauteur de ton genou parfois. Puis même, ils peuvent être très, très, très vieux. Ils peuvent être très, très vieux, 200, 300, 400 ans. Alors, c'est toutes sortes de choses comme ça qu'on peut voir. Nous, au musée, on a une exposition permanente. Il y a 2 salles pour des expositions qui peuvent être sur l'histoire en général, l'ethnographie, les arts. Et il y a une petite salle, la salle du port de cette île. Alors là, on va exposer des étudiants finissants comme vous êtes en finissant avant de passer à une autre étape dans votre vie étudiante. On va exposer les finissants étudiants du cégep, des photographes, d'autres artistes débutants et autres comme ça pour leur laisser une chance comme ça. On a une boutique aussi qui est je suis pas sûre qu'elle est en ligne ou elle va être en ligne pour Noël à cause du COVID. Alors, c'était pas quelque chose qu'on était habitué de faire. On a fait beaucoup de changements comme tout le monde. Mais là, on est encore ouvert parce qu'on se trouve être en zone jaune. Alors, c'est encore OK pour pouvoir ouvrir. Mais bientôt, on va peut-être pas ouvrir. On sait pas. On va être comme tout le monde. On attend. Merci. Hilali, bienvenue. Vous êtes conteuse, peintre et vitraliste. Comment êtes-vous venu à choisir ces arts? Quel genre de choses créez-vous? OK. En fait, au tout début, je faisais surtout des dessins, des bijoux et un petit peu de peinture. Ensuite, ça l'a évolué un petit peu. Puis j'ai eu ma fille. Ma fille, maintenant, elle a 27 ans. Alors, c'est quand elle a commencé à vieillir, là, j'ai commencé à vouloir explorer. Le vitrail, il m'avait toujours, depuis que j'étais tout petite, dès que j'ai vu les premières photos des grandes cathédrales d'Europe, j'étais complètement fascinée par les dessins qu'on pouvait faire avec la vitre en la découpant, avec les couleurs, les dessins et la lumière qui transperce au travers de tout ça. Ça me fascinait énormément.
Avec le temps, je m'y suis intéressée beaucoup à la généalogie, même si je connaissais mes origines. Mais mon mari, même lui, qui est pas d'origine du tout autochtone, était intrigué par sa généalogie et on a une fille ensemble. Alors, on a décidé de faire la généalogie, ce qui m'a apporté à étudier l'histoire directement de mon territoire pour savoir qu'est-ce qui s'était passé. Parce que pendant très longtemps, je me disais, ben nous, ici au Canada, on n'a pas beaucoup d'histoires comme en Europe, des histoires qui sont très vieilles. Mais finalement, nous, ici, on a une histoire qui est très vieille parce que il y avait les peuples autochtones qui étaient là avant et il y avait les Européens qui ont commencé à arriver. On a commencé avec les Vikings. Maintenant, les Vikings, ça fait un peu plus de 1000 ans. Alors, ça fait déjà vraiment longtemps. Alors, c'est une très longue histoire. Alors, puis justement, les Vikings, ils sont venus sur le territoire que ma mère, d'où elle est née et elle a grandi et qu'elle a parti juste avant la vingtaine. Elle est jamais retournée vivre sur le territoire. Elle est retournée. Je suis allée visiter, mais je suis pas née sur le territoire ancestral de ma famille, qui est dans le fond tout près du détroit de Belle-Île, vraiment juste au début du Labrador, à côté de Terre-Neuve. Alors, j'ai étudié tout ça parce que c'était le début. Quand Georges Cartier est arrivé la toute première fois, avant d'aller planter une croix à Gaspésie, en Gaspé, il est arrivé justement dans le détroit de Belle-Île. Il s'est reposé là pendant une semaine. Il s'est ravitaillé en eau, en nourriture. Il a même fêté la Saint-Jean dans ce coin-là avant de repartir dans les environs de Gaspé. Ça fait très longtemps et j'étais très fascinée. Ce qui m'a apporté à connaître un peu plus aussi sur l'interaction que mon peuple a eue avec les Européens dans ce coin-là. Alors, je vais vous laisser juste les derniers ouvrages que j'ai faits. C'est le visage d'une femme inuit. Alors, si je le mets sur le blanc, on voit que c'est vraiment transparent. Alors, j'ai dessiné les tatouages du visage que les femmes faisaient. En général, sous le menton, représentait lorsque tu te maries, tu vas faire les 2 premières lignes. Ensuite, les petites lignes que tu vas ajouter, souvent, ça va être tes enfants, tu peux ajouter tes grands-parents. Alors, souvent, ça peut être cette signification-là, les tatous qu'on a ici sur tout ça. Et ensuite, je suis devenue conteuse parce que je voulais partager ça et je trouvais ça moins compliqué que de faire des films et des documentaires et tout ça parce qu'au début, je voulais faire un documentaire. Mais je trouvais ça un peu plus compliqué que de faire des spectacles comme ça. Et maintenant, aujourd'hui, ça me permet de parler avec vous à Vancouver et ça me fait énormément plaisir. C'est un honneur immense pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Alors, je vous remercie infiniment de m'avoir invité et d'être intrigué par ce que je fais et où je travaille et tout. Merci. Hilali, bienvenue. Nous aimerons maintenant que vous nous contiez une histoire de votre culture et de votre peuple. Avant de commencer, s'il vous plaît, expliquez-nous un peu l'histoire pour nous aider à comprendre. Ensuite, nous allons essayer de vous écouter très attentivement. Alors, OK. Là, chez nous, il y a beaucoup d'histoires qui vont faire que ça va nous faire comprendre comment l'histoire de l'humain a évolué pour arriver à ce qu'il en est aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup d'histoires qui vont aussi expliquer l'arrivée des enfants, comment les enfants et tout ça. Et il va y avoir, quand on raconte l'histoire, mettons, de la Lune et du Soleil, comment le Soleil a arrivé dans le ciel, il y a une histoire pour les tout-petits. Il y a une histoire pour ceux qui sont un peu plus grands et plus curieux et un peu plus rapides d'esprit que les plus jeunes. Alors, les préados et les adolescents, on va avoir des histoires pour eux. Et il va y avoir des histoires qui vont être plus pour les adultes. Il y a des histoires qui vont, des mythes
C'est plus des mythes et des légendes, surtout des légendes. Alors, les légendes, parfois, vont avoir une moralité. Parfois, c'est pour nous expliquer comment est arrivé les choses. Et parfois, c'est juste pour nous amuser. Parce que les histoires étaient racontées, pas juste dans mon peuple à moi, mais aussi dans bien d'autres peuples, surtout dans la période de l'hiver du Canada. Parce que dans la période de l'hiver du Canada, il fait froid, il y a beaucoup de neige, c'est difficile de se déplacer, même en raquette, de se déplacer loin, même s'il était capable, s'il pouvait éviter ça, il le faisait. Mais pendant ce temps-là, il fallait aussi, c'est comme un confinement qu'il faisait. Il faut voir exactement la même chose. Alors, il se confinait dans la Maison Longue pour les Hurons-Wendat. Mon peuple à moi, sur la côte nord du Québec, on faisait surtout ce qu'on appelle, en anglais, c'est des sod houses, ou des maisons semi-souterraines faites de tourbe et de pierre. Et la charpente était faite, au lieu de prendre du bois très droit, on prenait les côtes des baleines pour faire le toiture de la maison. Alors, c'était rond. Alors, on creusait. Alors, c'était semi-souterrain. Alors, euh, on s'encabanait, comme il disait à l'ancienne, très ancienne époque, il disait on s'encabane pour l'hiver. On s'encabanait pour l'hiver, dans une petite cabane. Mais nous, c'était une cabane pour 20 à 60 personnes quand même. Alors, des maisons semi-souterraines qui pouvaient être assez grandes quand même. Il faut mettre 60 personnes pour manger, dormir, échanger et tout ça. Alors, entreposer la nourriture pour tout l'hiver. Alors, ça prenait beaucoup de place. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire de comment c'est arrivé. Okay. Alors, c'est une histoire, comme il y a différents dialectes, comme j'expliquais, les différents dialectes inuits sur le territoire inuit, il y a aussi différentes versions selon est-ce que tu changes de territoire. Alors, la version que je vais raconter, c'est plus la version qui était racontée et racontée encore aujourd'hui sur le territoire ancestral de ma mère et le Labrador, un peu le Groenland et la terre est, la terre de Baffin, qu'on appelle ici au Canada. Alors, ça commence il y a très, très, très longtemps, dans un village où il y avait des igloos. Dans un des igloos, il y avait un chasseur qui était extrêmement bon. Il était tellement bon qu'il était même pratiquement meilleur que tous les autres chasseurs. Un matin, tous les hommes ont décidé de partir chacun sur leur territoire de chasse et de ramener beaucoup de nourriture parce qu'il commençait trop à être dans l'hiver parce que là, rendu déjà au mois de décembre, il y a quand même pas autant de neige et de froid, mais c'est quand même le début. Alors, ils sont partis chacun sur leur territoire de chasse. En français, un traîneau à chien, si on regarde dans le dictionnaire, c'est écrit cométique. La traduction, ça va dire traîneau à chien. Mais nous, on va dire kamautik, avec les chiens en avant, les chimiques. Alors, il est parti avec son kamautik sur la banquise à la recherche de nourriture. Malheureusement, cette journée-là, même s'il avait fait appel au chaman, qui lui, le chaman, lui avait raconté où aller pour aller chercher sa nourriture, avec ses bonnes pointes de flèche et tout. Mais il n'a rien trouvé cette journée-là. Alors, il a commencé à ramasser tous ses affaires de chasse et de pêche, et même son couteau et tout ça, sur son kamautik, son traîneau à chien. Et il est reparti en direction de chez lui. Mais juste avant, il s'est rendu compte que pas loin de lui, il s'était posé à terre un aigle immense. Alors, il a décidé que c'est ça qu'il allait tuer cette journée-là. Parfois, il y en a qui veulent mettre en décoration dans leur maison les têtes d'orignal ou de caribou qu'ils ont chassés. En Europe, ils vont mettre des têtes de sanglier. Lui, ce qu'il voulait, c'était de mettre en décoration la tête de l'aigle avec toutes ses plumes. Alors, il a réussi à le chasser avec son arc et ses flèches. Il est allé chercher doucement. Il l'a pris doucement. Il l'a mis dans une fourrure. Il l'a emballé. Il l'a mis sur son traîneau à chien. Il est reparti chez lui. Rendu chez lui,
avec son couteau et l'a coupé doucement pour pouvoir garder le pelage de l'aigle pour la décoration dans sa maison. Il a séparé la viande avec les os pour pouvoir partager la viande avec sa famille. Il a mis les os de côté, les ossements, avec des vieux restants de bois, des morceaux d'algues et tout ça. Parce que nous, on faisait des lampes à l'huile pour s'éclairer et se réchauffer. Mais parfois, on manquait peut-être de mèche ou de graisse pour faire Alors là, on pouvait faire un feu. Alors, on prenait ce qu'on pouvait. Et un jour, c'est ça qui est arrivé. Un jour, il m'a manqué d'huile et il a pris tout ce qu'il y avait autour, puis il a fait un feu pour réchauffer sa grand-mère, sa mère, sa femme et sa famille. Alors, là-dedans, il y avait même les ossements. Un bon matin, il a décidé qu'il était réveillé avant tout le monde. Tout le monde faisait dodo dans les igloos. Il n'entendait pas un bruit. Les chiens même, ils faisaient dodo sur la banquise, tout emmitouflés de neige. On les voyait à peine. Il était en train de se préparer avec son cadenas au thé pour pouvoir s'en aller quand il a entendu un bruit au-dessus de sa tête. Et puis là, il est parti. Il a décidé de suivre les deux aigles. Il a suivi les deux aigles. Il suivait les deux aigles. Il suivait les deux aigles. Il s'est ramassé sur le bord de la mer où il y avait des rivières. Il a décidé de ramasser des bouts de bois. En ramassant des bouts de bois avec sa hache, il coupait du bois. Il s'est fait attaquer par un ours. Là, il savait pas quoi faire. Il a fait le mort. L'ours, tout de suite, il s'est dit, es-tu vivant encore? Il a senti tout près de sa bouche pour voir comment s'il respirait. Lui, il a arrêté de bouger, le chasseur, puis il a arrêté de respirer. Et là, l'ours, il l'a mis sur son dos, puis il est parti en direction de sa caverne. Et en s'en allant, le chasseur, il essayait de débarquer du dos de l'ours, mais il n'a jamais été capable, même s'il se tenait sur les tout petits arbres dans la toundra, ça n'a pas marché. Il n'y a rien qui a marché, il s'est ramassé dans la caverne. Rendu dans la caverne, le papa ours, il est parti tout de suite sans dormir. Et quand ça a fait assez longtemps qu'il a entendu le papa ours ronfler, là, il a décidé que c'était le temps d'ouvrir les yeux. Quand il a ouvert les yeux, il s'est rendu compte que juste en face de lui, il y avait le petit ourson qui le regardait droit dans les yeux. Et le petit ourson, il a crié, « Papa, papa, la bête que t'as ramenée, elle a ouvert les yeux. » Parce que pour lui, au début, c'était pas un humain. Le papa, qui était tout endormi, il a répondu, « Ah, laisse-moi faire dodo, là. Il a ralenti ma course toute l'après-midi. Là, je suis fatigué. » Puis là, il s'est remis à ronfler. Puis là, il ronflait. Là, quand ça fait assez longtemps qu'il a ronflé, là, le chasseur, il a décidé d'ouvrir les yeux. Et quand il a ouvert les yeux, le petit ourson, il était déjà parti continuer à jouer avec d'autres choses. Puis lui, quand il avait ouvert les yeux la première fois, il avait vu des choses autour de lui. Et une des choses qu'il avait vues autour de lui, c'était des bâtons. Alors, il a ramassé un bâton parce que lui, il n'y avait pas sa hache, il n'y avait pas ses couteaux, il n'y avait rien avec lui. Alors, il y avait juste le bâton. Alors, il a poussé le petit garçon, il voulait quand même pas y faire du mal. Il était allé voir le papa ours, il pouvait pas le tuer avec le bâton, alors il l'a juste assommé pour pouvoir se sauver. Alors, il est parti en direction de l'entrée de la caverne, mais la maman ours était là, en train de faire fondre des chaudrons de graisse pour pouvoir passer l'hiver. Alors, il a décidé avec son pied de renverser un chaudron et il est parti à cause dehors. Tout de suite, la maman ours, ça s'est tourné de bord, puis en regardant dans la caverne, elle s'est dit, mais c'est qui a renversé mon chaudron? Mais là, elle s'est rendu compte que son petit garçon, il pleurait, il était à terre, il était vivant, il n'y avait pas de problème, mais il pleurait. Mais la bête que son papa, son mari avait ramenée était partie. Il était plus là. Là, elle voyait son mari qui ronflait plus, mais qui respirait. Là, elle a compris ce qui venait de se passer. Alors, elle est partie à course en direction de la sortie de la caverne. Elle courait. Puis, le chasseur, il courait toujours avec le bâton dans ses mains. Et de temps à autre, il regardait derrière pour voir s'il n'y avait pas un des ours qui les suivait. Là, il s'est aperçu que c'était la maman ours qui suivait. Mais là, il s'est dit, oh mon Dieu, mais là, je suis pas aussi fort que les ours, moi. Je suis déjà fatigué. Qu'est-ce que je vais faire? Il a décidé de demander au grand créateur qui vivait dans le ciel avec son bâton, et il lui a dit, s'il vous plaît, viens m'aider.
j'ai quelqu'un qui me court après, c'est un ours et j'en viens pas à bout. Alors, avec son bâton, il a fait une grande ligne à terre. Et là, le grand créateur lui a répondu en faisant une grande montagne entre les deux. La maman ours, ça s'est ramassé en bas. Le chasseur était en haut sur la montagne. Il était tout content. Il s'est senti sorti du problème. Alors, il est parti à la course. Mais la maman ours, elle est pas mal plus forte qu'un humain. Surtout qu'elle était très, très, très fâchée. Alors, elle a gravi la montagne très rapidement. Rendue sur le dessus de la montagne, lorsqu'elle a vu le chasseur, elle s'est mise à courir très rapidement elle aussi. Et là, le chasseur, il la voit une deuxième fois. Mais là, il est vraiment, mais vraiment, vraiment découragé. Alors là, il n'a pas demandé au grand créateur. Il l'a supplié. Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Viens m'aider une dernière fois. Là, la maman ours me suit encore. Alors là, il fait encore une grande ligne sur à terre avec son bâton. Et là, la maman ours, elle s'est retrouvée de l'autre côté d'une immense rivière. Là, le chasseur, il s'est assis sur une roche, il a mis son bâton de côté, puis là, il s'est dit, ah ben là, je suis sorti du problème, là, je suis correct. Puis là, je peux respirer. Il s'est mis à respirer pour reprendre son souffle. Puis il regardait la maman ours semblait. La maman ours qui le regardait, elle était fâchée, puis là, elle s'en venait très rapidement. Ouh, 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 ouh. Et là, elle est arrivée de l'autre côté de la rivière. Elle a crié, hey, la bête! Mais comment tu as fait pour traverser toute cette grande étendue d'eau-là? Et là, le chasseur, il est parti à rire. Ah, 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 ah. Mais maman ours, j'ai nagé, puis j'ai bu. Mais elle a pris ça très, très, très au sérieux. Alors, elle s'est mise à nager, puis à boire, à nager, puis à boire, à nager, puis à boire, puis à nager, puis à boire, puis à nager, puis à boire, puis à nager. Elle s'est rendue jusque de l'autre côté de la rivière. Le chasseur, tellement surpris, mais elle avait tellement bu d'eau, elle avait plus de grandes pattes, elle avait juste des petits bouts de pattes. Alors là, la seule chose qu'elle pouvait faire, elle pouvait plus courir après le chasseur. Elle, la seule chose qu'elle pouvait faire, c'était de s'asseoir. Elle a décidé de s'asseoir. Mais en s'assoyant, en s'assoyant, pouf! Elle a explosé. Et pour la première fois de toute la vie sur la Terre, on a eu du brouillard sur la Terre. Par la suite, on a eu de la pluie. Quand le froid est arrivé, c'est la neige qui est arrivée et depuis ce temps-là, on a les 4 saisons. Alors, on l'appelle, c'est l'histoire des nuages ou du chasseur et l'ours parce que c'est la maman ours qui a explosé pour nous créer nos 4 saisons. Alors, c'est pour ça que je vous disais aujourd'hui, c'était une histoire plutôt un peu de création, de comment c'est arrivé. Alors, comment la pluie, la neige est arrivée. Par chez nous, c'est beaucoup de neige. Par chez vous, c'est un peu mélange des deux, je crois, en Vancouver. Vous avez de la pluie et un peu de neige. Oui. Oui. Alors, merci beaucoup. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager. Quand on finit une histoire, on peut dire aussi en inuktitut, Teima, Teima. Teima, ça veut dire on peut passer à autre chose ou c'est terminé, j'ai fini. Merci beaucoup pour partager cette histoire. Et Lali, tu es bienvenue. Madame Grégoire, nous terminons sur une note heureuse car nous sommes si heureuses d'avoir été en contact avec vous. Nous terminons également sur une note sérieuse car les Premières Nations souffrent actuellement. Avez-vous des conseils pour les jeunes alors que nous poursuivons notre série d'entretiens autochtones? Avez-vous des conseils sur ce que nous pouvons réellement faire pour aider les Premières Nations du Canada? Oui, c'est comme vous, dans votre environnement qui est près de chez vous. C'est mieux de commencer aussi souvent près de ce qui nous entoure. Et quand le COVID va le permettre, c'est d'aller à la visite, à la rencontre de ces peuples-là, d'échanger, de se faire des amis. Comme je disais tantôt, ça va aider à éliminer du racisme parce qu'il va y avoir une meilleure compréhension. Parce que souvent, le racisme, ça part de quelque chose dont on a peur, dont on comprend pas, dont
on ignore trop de choses. Alors, des fois, ça crée des choses comme ça. Parfois, c'est pas du racisme. Parfois, c'est juste parce qu'on connaît pas, on comprend pas, alors on va pas au devant de. C'est pas toujours du racisme, mais tout ça, ça aide à éliminer le racisme. Alors, plus les gens échangent, plus les gens vont aller vers l'autre pour pouvoir échanger, plus la connaissance va augmenter de les cultures qui vous entourent et ensuite, ben, on agrandit ce cercle-là d'aller chez les Cris, chez les Sioux et tout ça. Alors, découvrir tous ces peuples-là qui ont une grande affiliation aussi encore aujourd'hui avec les peuples qui se trouvent aux États-Unis, car avant que les Européens arrivent, il n'y avait pas de frontières comme ça. Les frontières étaient très faites différemment. Oui, souvent, des fois, je dis à l'époque, c'est un peu la nourriture qui faisait la frontière des différences des peuples en tant que tels. Merci beaucoup. Merci à la classe de 6e année de Madame Buhan. Merci, Madame Grégoire. Ça nous touche profondément. On a vraiment été touchés par vos paroles, votre créativité, votre talent de conteuse, les magnifiques choses que vous créez, tout le travail que vous faites. Félicitations et merci beaucoup, beaucoup. Là, pour terminer, j'ai 2 livres. Un qui c'est sur la poésie, puis un sur les légendes inuites. J'en ai 12 dessus. Là, ça serait une exclusivité. Ça va me faire un plaisir. Vous me partagerez l'adresse de l'école pour que je puisse envoyer 2 livres pour que ce soit à la bibliothèque. Puis, je peux aussi vous faire un cadeau de livres de poésie. Ils verront, je l'enverrai un. Puis, s'ils pensent que ça peut être mis en tablette, parce que peut-être que c'est plus pour le secondaire, celui-là. À ce moment-là, ils l'enverront dans une école secondaire. Alors, quand vous serez un peu plus au secondaire, peut-être, parce que il y a différents poèmes qui est différent de moi. Moi, je partage un peu plus sur de qui je suis, puis un peu ma vision de ce que je vois un peu autour de moi, parce que les jeunes qui vont partir du nord pour aller plus au sud, pour pouvoir espérer trouver réponse à certaines choses, parce qu'ils pensent que des fois c'est meilleur, des fois c'est pas nécessairement meilleur, des fois oui, mais parfois c'est différent. Et puis l'acceptation de ces personnes-là, comme on l'a dit, est très difficile. Des fois, j'étais à Montréal, puis c'était le festival Présence autochtone. J'étais avec des amis au musée McCord à l'extérieur. Il y avait des activités et il y avait il y avait un photographe, entre autres, qui nous prenait en photo pour une future exposition, puis s'est promené un peu partout au Québec et ailleurs. Et puis, quand je suis repartie, je devais aller vers le métro McGill et en m'en allant, j'ai rencontré des gens qui voulaient me photographier. Et à quelques pieds de moi, il y avait des itinérants qui étaient inuits. Et je savais qu'ils étaient des Inuits parce qu'on se reconnaît entre nous. Et c'était une des premières fois que j'ai dit non à prendre une photo. J'ai plutôt demandé aux gens d'aller voir les itinérants qui étaient assis là, qui n'étaient pas en état d'ébriété ou rien, mais qui étaient, on voyait, en itinérance, et d'aller échanger avec eux. Et c'est ce genre de choses-là qui fait que ces gens-là vont se sentir plus proches de la société et vouloir être dans la société au lieu de s'exclure et aller dans la rue et faire de l'itinérance. Parfois, ils se sentent exclus de la société et c'est là qu'on se ramasse parfois dans la rue. C'est pour ça que des fois, c'est pas toujours du racisme. Des fois, quand on va pas vers les autres, c'est parce que c'est de l'ignorance, c'est des choses qu'on connaît pas, qui nous fait peur. C'est pas nécessairement du racisme. Alors, on se tient loin, mais c'est pas nécessairement, c'est des fois, c'est d'y aller avec les adultes, évidemment, les professeurs et les gens comme Marc-André et faire des échanges quand le COVID va le permettre. Là, ça nous permet d'échanger pan-canadien plus facilement et ça me rend très heureuse. Je suis très honorée, comme j'ai dit tantôt.
Alors, et vous aurez pouvoir, celui-ci, c'est vraiment, puis la couverture, c'est un vitrail, un autre vitrail que j'ai fait, c'est un hibou. Alors, Magnifique. vous pouvez plus le voir. C'est pas moi qui a écrit à l'arrière ce que ici, mais à l'intérieur du livre, tout provient de moi et la couverture aussi provient de moi. Ici, on est plusieurs, on est 9 femmes différentes qui ont fait une section de poèmes. Alors, il y a une section qui est à moi, qui est facilement lisible, ma section, mais je sais pas pour le restant du livre. L'école décideront où ce que ça peut. La cause des femmes nous tient à cœur. Tout ce que vous avez dit, ça nous rejoint dans nos valeurs. Notre bibliothécaire, Madame Desnitsa, va être très heureuse de recevoir les livres. Et puis, on va les partager avec les autres écoles qui nous écoutent et qui travaillent, qui participent à notre projet des jeunes citoyens du monde. Et puis, j'espère vraiment que nous allons continuer à garder le contact. Merci beaucoup, Madame. Ah ben, ça m'a fait un immense plaisir. Alors, Saïmouk à vous, Oulakut, bon matin, bonne journée à vous. Je suis touchée, j'étais énervée, j'étais un peu anxieuse et c'est ça, il a fallu que j'aille voir puis juste que même, il a fallu que j'aille voir la fille des dents des adultes. Les adultes me comprendront. Alors, il m'est arrivé un accident, alors je suis allée voir la fille des dents des adultes. Il a tout réglé mon problème, alors tout va bien. Merci. Les enfants, vous dites merci et dites au revoir. Merci, Madame Grégoire. Alors, Nakourmik, dites-les. Nakourmik. Ça veut dire merci. Alors, merci à vous aussi. Nakourmik, ma meilleure look, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup du fond du cœur. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager avec vous. Et alors, espérant que je puisse aller vous voir jusqu'à Vancouver un jour, ou sinon, vous puissiez venir me voir à l'Hôtel des Premières Nations à Québec ou à cette île via le musée régional ou le vieux poste de cette île. Absolument. Merci. Bonne journée. Au revoir.